And then that, Smile. Et si Michael Jackson avait failli changer l'histoire des super-héros au cinéma? Avant le MCU, avant Disney et avant même le Spider-Man de Sam Raimi, le roi de la pop avait envisagé d'acheter Marvel. Une histoire qui paraît absurde et pourtant elle repose sur des témoignages bien réels. Car en réalité, tout découle du fait que la star voulait pouvoir incarner Spider-Man au cinéma. On va parler aujourd'hui de Michael Jackson et sa folle idée de racheter l'écurie Marvel. Mais d'abord, un peu de contexte. Aujourd'hui, quand on parle de Marvel, on pense immédiatement au Marvel Cinematic Universe, aux Avengers et à une machine hollywoodienne qui génère des milliards de dollars. Pourtant, dans les années 90, la situation est radicalement différente. Marvel n'est pas encore l'empire que l'on connaît aujourd'hui, c'est une entreprise en grande difficulté, prise dans une crise qui va presque l'anéantir. Au début des années 90, l'industrie du comic book traverse une période spéculative. Les éditeurs multiplient les numéros spéciaux, les couvertures alternatives et les éditions limitées pour pousser les collectionneurs à acheter plusieurs exemplaires d'un même comic. Et pendant quelques années, les ventes explosent. Mais cette croissance repose sur un marché artificiel. Lorsque la bulle éclate au milieu de la décennie, les ventes s'effondrent brutalement et toute l'industrie vacille. Et Marvel, qui pourtant est propriétaire de la plupart des personnages célèbres de la pop culture tels que les X-Men, Spider-Man, Iron Man, ne vont pas échapper à cette crise. L'entreprise accumule les dettes, licencie une partie de ses employés et finit par déposer le bilan le 27 décembre 1996. Et pour survivre, Marvel va prendre une décision qui va avoir des conséquences gigantesques sur le monde du super-héros au cinéma. Monétiser ses personnages en vendant leurs droits d'adaptation à Hollywood. C'est donc ainsi que Marvel commence à céder les droits de ses personnages pour le cinéma. Et ils vendent leurs franchises à différents studios, les X-Men vont par exemple aller à la 20th Century Fox, Hulk part chez Universal, tandis que les droits de Spider-Man sont finalement cédés à Sony Pictures, qui les acquiert pour environ 7 millions de dollars à la fin des années 90. Et autant se le dire, cette stratégie n'est certainement pas un choix artistique. C'est une question de survie financière. Marvel utilise ses personnages comme des actifs qu'elle peut louer ou vendre afin de générer du cash rapidement et éviter l'effondrement total de l'entreprise. Et ironiquement, c'est justement ces licences qui vont relancer le super-héros au cinéma. Tel que le succès de Blade en 1998, puis les X-Men en 2000 et enfin le Spider-Man de Sam Raimi en 2002, qui va démontrer qu'un film de super-héros peut devenir un énorme blockbuster. Mais au moment où ces projets commencent à émerger, Marvel est encore une entreprise fragile. En pleine reconstruction après sa faillite et loin d'imaginer l'empire qu'elle deviendra quelques années plus tard. Et c'est précisément dans ce moment de grande instabilité qu'une idée plutôt loufoque va surgir. Une idée impliquant le plus grand artiste de tous les temps, Michael Jackson. Alors c'est vrai que l'idée de voir Michael Jackson s'intéresser à Marvel peut paraître assez troublante, mais il faut se rappeler du contexte que Michael Jackson a toujours rêvé de conquérir le 7e art. Une fascination qu'il a toujours nourrie au-delà de la musique. Très tôt dans sa carrière, il ne se voit pas seulement comme un chanteur ou un performeur, il se voit comme un conteur d'histoires. Un artiste capable de créer des univers visuels et narratifs. On l'a bien vu que dans les années 80, tous ces clips vidéo dépassent largement le simple contexte de la vidéo promotionnelle. Michael Jackson a toujours eu tendance à transformer ses clips en véritables courts-métrages, en mobilisant de grosses ressources telles que des maquillages hollywoodiens, en s'inspirant directement du cinéma existant. On le sait par la suite que Michael Jackson va pousser ses ambitions au niveau du cinéma avec Moonwalker, mais ça, on en parle déjà dans cette vidéo. Mais malgré ces expériences, Hollywood reste un territoire que Michael Jackson n'arrive jamais vraiment à conquérir. Le chanteur développe pourtant de nouveaux projets tout au long de sa carrière, souvent très ambitieux, mais qui ne verront malheureusement jamais le jour. Notamment parmi eux figure un projet autour de Peter Pan. Personnage auquel Michael Jackson s'identifie profondément, l'artiste nourrit pendant longtemps l'idée d'incarner ce héros éternellement enfant et plusieurs discussions ont lieu autour du film ou d'une comédie musicale inspirée de l'œuvre de J.M. Barrie. Mais le projet ne va jamais se concrétiser, d'ailleurs si vous voulez plus de détails, j'en parle dans cette vidéo de Michael Jackson et les projets cinématographiques. Dans les années 90, cette relation compliquée avec Hollywood devient encore plus évidente. Michael Jackson continue d'investir massivement dans des productions spectaculaires, on pense notamment au court-métrage Ghost qu'il coécrit avec Stephen King et réalisé par Stan Winston. Avec ses effets spéciaux et sa durée de près de 40 minutes, le projet ressemble davantage à une production cinématographique qu'à un simple clip musical. Et vous connaissez l'adage, la vidéo sur Ghost est disponible ici. Mais malgré ces initiatives, Michael Jackson reste à la périphérie de l'industrie du cinéma. Il collabore avec Hollywood, il en utilise les codes, mais il n'y trouve jamais vraiment la place qu'il espère. Autrement dit, Michael Jackson ne va jamais réussir à s'imposer réellement au cinéma.
Et c'est précisément dans ce contexte que l'univers des super-héros pourrait apparaître comme une opportunité inattendue. Car d'une certaine manière, les super-héros ont quelque chose qui incarne parfaitement l'imaginaire de Michael Jackson. Des figures mythologiques modernes, plus grandes que nature, dotées d'une identité visuelle forte et d'un pouvoir symbolique immense. Et parmi eux, un super-héros attire particulièrement l'attention de Michael Jackson, comme je vous l'ai dit précédemment, Spider-Man. Cette fascination va finalement conduire Michael Jackson à rencontrer l'une des figures les plus importantes de l'histoire de Marvel, son créateur lui-même, Stan Lee. Si l'idée que Michael Jackson ait voulu racheter Marvel peut sembler aujourd'hui presque irréelle, elle ne sort pourtant pas de nulle part. Elle prend racine dans une rencontre bien réelle entre deux figures majeures de la culture populaire, Michael Jackson et le créateur de nombreux héros Marvel, Stan Lee. Les deux hommes se rencontrent dans les années 90, à un moment où les deux hommes sont dans une période charnière de leur histoire. Marvel traverse alors une crise profonde, tandis que Michael Jackson cherche toujours à concrétiser son ambition dans le cinéma. Les deux hommes ne se sont donc pas simplement évoqués à distance dans des interviews, ils se connaissent réellement et se fréquentaient dans le cadre de discussions autour de projets. Mais au-delà de cette rencontre, c'est principalement les témoignages de Stan Lee qui vont alimenter cette histoire de rachat de Marvel de la part de Michael. Dans plusieurs interviews données après la mort de Michael Jackson, notamment à la fin des années 2000 et au début des années 2010, Stan Lee raconte que le chanteur lui avait exprimé un intérêt très clair pour l'univers Marvel. Et plus précisément pour Spider-Man. Stan Lee explique ainsi que Michael Jackson voulait jouer le célèbre héros new-yorkais, et selon lui, l'artiste pensait même qu'il pourrait produire un film autour du personnage. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît un des éléments les plus fascinants de cette histoire. Toujours selon Stan Lee, Michael Jackson aurait envisagé une solution radicale, acheter Marvel lui-même. L'idée aurait été simple dans l'esprit du chanteur, s'il contrôlait l'entreprise, il pourrait produire un film Spider-Man et incarner le personnage. Cependant, il faut reconnaître que toutes les sources actuelles ne permettent pas de recontextualiser exactement toute cette histoire. Cependant, on peut affirmer avec certitude que Michael Jackson connaissait Stan Lee, qu'ils ont discuté de Spider-Man et que Stan Lee a affirmé que Michael Jackson voulait jouer le personnage. Et pour y parvenir, il voulait racheter Marvel. Des éléments qui sont d'ailleurs également évoqués par Tash Jackson, le neveu de Michael Jackson, qui a confirmé que son oncle s'intéressait sérieusement à l'univers Marvel. Mais en revanche, quelques aspects de cette histoire restent tout de même flous. Car nous ne savons pas précisément qui a contacté l'autre en premier, à quelle date exacte leur première rencontre a eu lieu, ou si Michael Jackson a réellement formulé une offre officielle pour acheter Marvel. On va plutôt parler d'un intérêt réel, de discussions soulevées et d'idées invoquées, mais restant tout de même très informelles. Autrement dit, il est probable que cette idée ait été envisagée dans le cadre de conversations et de réflexions autour de projets cinématographiques, plutôt que dans celui d'une négociation financière concrète. Il existe toutefois un élément intéressant qui permet de comprendre toute la logique autour de cette ambition. Certaines sources rapportent que Michael Jackson aurait imaginé acheter Marvel tout en laissant Stan Lee jouer un rôle important dans la direction de l'entreprise. Cela suggère que Michael Jackson ne voyait pas seulement Marvel comme un moyen d'obtenir un rôle au cinéma, il envisageait peut-être l'idée de développer un projet plus large autour de ses personnages et de leur adaptation à l'écran. Mais à ce stade de l'histoire, une question essentielle se pose tout de même. Car même si Michael Jackson avait réussi à produire un film Spider-Man, aurait-il réellement pu incarner le héros ? Et c'est là que le projet commence à montrer ses limites. Le premier problème étant l'image même de Michael Jackson. À la fin des années 90, Michael Jackson n'est pas un acteur parmi d'autres. Et c'est probablement la personne la plus reconnaissable de la planète. Et c'est précisément là que ça devient problématique. Spider-Man repose sur une idée très simple. Celle d'un personnage anonyme, d'un adolescent ordinaire dans lequel le public peut se projeter. Or, Michael Jackson, par définition, est tout sauf anonyme. Son visage, sa gestuelle, sa voix, sa présence, tout chez lui est immédiatement identifiable. Autrement dit, il aurait été extrêmement difficile pour le public d'oublier qu'il regarde Michael Jackson pour croire qu'il regarde Peter Parker. Et cela s'ajoute à un deuxième élément fondamental, son âge. À cette période, Michael Jackson a environ 38 ans. Or, Spider-Man dans son essence même est un adolescent. Le personnage est construit comme une allégorie de la puberté. Transformation du corps, découverte de nouvelles capacités, difficulté à s'accepter au regard des autres. Tout ce qui fait Spider-Man repose sur cette transition entre l'enfance et l'âge adulte. Donc dans ce contexte, voir Michael Jackson interpréter Peter Parker aurait posé un véritable problème. Cependant, ça ne veut pas dire pour autant que Michael Jackson n'avait pas sa place dans cet univers. Car si l'on sort du rôle de Spider-Man lui-même, il existe plusieurs façons d'imaginer Michael Jackson dans un film Marvel. Il aurait très bien pu incarner une figure un peu plus en retrait, tel qu'un mentor.
Un personnage comme le professeur Connors ou même une variation du Dr Octavius n'ont pas forcément comme antagoniste pur, mais comme une présence plus complexe et plus ambiguë. Devenant une figure de l'ombre presque symbolique, quelqu'un qui guide, qui observe sans être au centre de l'action. On pourrait même d'ailleurs envisager Michael Jackson dans un rôle d'antagoniste. Après tout, il a déjà exploré cette facette dans Thriller où il joue avec une image plus sombre et presque monstrueuse. Cependant, il faut tout de même se replacer dans le contexte de l'époque. À l'ère de History, Michael Jackson est dans une démarche différente. Il cherche avant tout à être compris, à redéfinir son image et à reprendre le contrôle de la narration autour de sa personne. Donc dans cette dynamique, incarner un méchant aurait sans doute été en contradiction avec ce qu'il cherchait à transmettre à ce moment-là de sa carrière. Donc ce qui rend ce projet fascinant, c'est qu'il se situe à la croisée de deux logiques incompatibles. D'un côté, un personnage comme Spider-Man qui repose sur l'anonymat et l'identification, et de l'autre, Michael Jackson, figure unique, iconique, impossible à effacer. C'est pour ça qu'on peut dire que ce projet était condamné dès le départ. Donc finalement, quand on met bout à bout les éléments, on comprend que ce projet, aussi fascinant soit-il, reposait sur des bases extrêmement fragiles. Et d'un point de vue purement factuel, il y avait déjà des limites évidentes. La rencontre entre Michael Jackson et Stan Lee, aussi réelle soit-elle, ne pouvait pas suffire. Parce que Stan Lee, à cette époque, n'a tout simplement pas le pouvoir de vendre Marvel. Il est bien sûr une figure emblématique, un créateur et un personnage public qui représente l'écurie, mais les décisions financières se prennent ailleurs entre investisseurs, créanciers et structures juridiques complexes. Surtout dans un contexte où Marvel est en pleine restructuration après sa faillite. Autrement dit, même si l'idée a été évoquée, même si l'envie était là, le projet n'avait probablement pas les fondations nécessaires pour devenir une véritable négociation. Mais au-delà de l'aspect économique et juridique, il y a une autre limite, plus subtile et peut-être encore plus intéressante, celle de l'image. Car comme on l'a vu, Spider-Man et Michael Jackson reposent sur deux logiques presque opposées. D'un côté, Spider-Man est le personnage anonyme, un adolescent dans lequel chacun peut se projeter, et de l'autre, Michael Jackson est une figure unique, immédiatement reconnaissable, presque impossible à effacer derrière un rôle. Les deux images peuvent coexister, elles peuvent même dialoguer, mais elles sont extrêmement difficiles à fusionner dans une seule et même incarnation. Et même dans le cadre de la fiction. C'est peut-être précisément pour ça que ce projet n'a jamais dépassé le stade de l'idée. Non pas parce qu'il était absurde, mais parce qu'il se heurtait à une réalité à la fois industrielle et artistique. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Michael Jackson aurait pu incarner Spider-Man au cinéma? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Car finalement, dans le vaste multivers de la pop culture, il existe peut-être une réalité où Michael Jackson est devenu Spider-Man, parce que chez nous, Michael Jackson est devenu une légende que tous les super-héros rêveraient d'incarner. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.